Bonjour à tous, bienvenue sur School TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Un job dating pour recruter des profs. Ça semblait encore inimaginable il y a quelques années et pourtant ça se passe en ce moment dans l'Académie de Versailles pour pallier au manque de profs. Alors comment envisager la rentrée dans de telles conditions? Va-t-on vers une ubérisation du métier d'enseignant? On en débat avec nos invités dans un instant. Se rendre au lycée au volant d'une voiture, de quoi rendre jaloux tous ses camarades. En deuxième partie d'émission, je recevrai Alain Le Gouguet, qui est chef de produit Citroën Ami. Cette voiture sans permis peut être conduite dès l'âge de 14 ans. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit l'humoriste Guillaume Batz. Mais d'abord, l'actualité éducation de la journée, c'est maintenant et c'est avec Emma Guessel. Bonjour Emma, et on commence avec le tollé provoqué par le job dating organisé par l'Académie de Versailles. Et oui, pour la rectrice de l'Académie de Versailles, il s'agit d'une mesure pour pallier le faible nombre de candidats qui se sont présentés au concours. Mais pour les syndicats et une grande partie de la gauche, c'est surtout une manière de précariser encore plus le métier. Regardez ce que dit à ce propos le député La France Insoumise François Ruffin. Vous feriez confiance, vous, à un type recruté en job dating pour remplacer un chirurgien et vous faire une opération du rein? Non. Eh bien pourtant, on va le faire pour nos enfants avec des fast profs recrutés en 30 minutes. Macron casse l'école. Ce job dating, la précarisation du métier de prof, ce sera justement l'objet de notre débat dans une poignée de secondes. Emma, on continue avec cette manifestation qui a eu lieu ce mardi à Nantes, toujours en lien avec le manque de profs dans l'éducation nationale. Et oui, environ 150 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Nantes pour demander des moyens supplémentaires, mais surtout pour alerter sur le personnel non remplacé des établissements. Véritable fléau, selon eux. Le risque, bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas assez de profs devant les élèves à la rentrée prochaine en septembre. On termine avec une belle initiative ce mardi soir. C'était la remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Et oui, ça s'est déroulé au Grand Rex à Paris dans le cadre des Parcours Métiers Awards. Concrètement, le but, c'était de permettre aux jeunes de filmer un métier pour éventuellement trouver leur vocation et mieux s'orienter plus tard. Notre journaliste Célia Barotti était reportage. Pâtissier, couturière en parapluie ou encore thanatopracteur. Au total, ce sont 729 professions qui ont été présentées au Grand Rex à Paris. Pour la 15e édition du concours Je filme le métier qui me plaît, organisé par parcoursmétiers.tv, ils étaient près de 3000 collégiens, lycéens, apprentis et professeurs à avoir fait le déplacement pour assister à la cérémonie officielle de remise des prix. Un moment tant attendu pour ces novices en réalisation de courts-métrages, mais surtout ces passionnés qui ont souhaité mettre à l'honneur des métiers d'hier et d'aujourd'hui. On a filmé le métier de marionnettiste puisque Charleville-Mézières est la capitale internationale des arts de la marionnette et que beaucoup de personnes prennent ce métier pour un métier enfantin alors qu'il a beaucoup de facettes que l'on ignore. On a choisi le métier de chapelier parce que c'est un métier original qu'on n'entend pas parler tous les jours, je pense. Donc on a choisi ce métier, on l'a bien représenté, on est allé interroger les ouvriers là-bas et demander leur savoir-faire qui est très ancien. L'objectif du concours est avant tout de faire découvrir des métiers peu ou mal connus, de supprimer les idées reçues sur certains secteurs d'activité ou encore de valoriser les filières professionnelles de façon ludique dans une vidéo de 3 minutes. Une nouvelle façon de faire naître des vocations, de concrétiser des orientations et dont se réjouissent les représentants de régions. Mais ça confirme en tout cas le choix qu'on a fait en région Bourgogne-Franche-Comté, à savoir parler de l'orientation des métiers, des formations aussi différemment qu'à travers des forums où on distribue des flyers, ce qui n'est pas très parlant et pas très sexy pour les jeunes. Donc voilà, c'est vrai que c'est très important pour nous en tout cas de dépoussiérer aussi l'orientation. Une priorité voulue, assumée et on y travaille et je crois qu'aujourd'hui ça incarne un petit peu notre volonté, notre dynamique et notre politique mise en place au fait. Tour à tour, les lauréats des différentes catégories ont reçu des clapes de bronze, d'argent, d'or ou de diamant de la part d'un jury présidé par Danny Boone, composé de partenaires prestigieux et de célébrités très impliquées.
Je trouve que c'est très professionnel pour le jeune âge de ceux qui les ont fait. C'est vraiment bluffant. Et en plus, on sent qu'ils y mettent le cœur et la passion. Et ils ne sont pas forcément dans la branche audiovisuelle en plus. Donc du coup, voilà, c'est assez varié. Il y a plein de métiers. Donc j'en découvre même que je ne connaissais pas. Et ça m'intéresse vraiment. L'esprit d'équipe, l'analyse, la rédaction et la communication, ce sont de nombreuses compétences que les 67 000 participants ont acquis au cours de cette année. Voilà pour l'actu en bref de ce mercredi. Merci Emma. Merci à vous. Un job dating pour recruter des profs, c'est la solution trouvée par l'Académie de Versailles pour pallier à la pénurie d'enseignants. Alors comment envisager la rentrée dans de telles conditions? Va-t-on vers une ubérisation du métier de prof? On en débat tout de suite avec nos invités. Avec moi par Skype, j'accueille Laurent Zamekowski, vice-président de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement. Bonjour Laurent Zamekowski. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour également à René Chiche qui nous a rejoint, professeur de philosophie et membre du Conseil supérieur de l'éducation. Bonjour René Chiche. Bonjour. Bonjour. Conseil supérieur de l'éducation, je représente d'ailleurs la CFE-CGC et le syndicat Action et Démocratie. Très bien. Alors avant de commencer, et pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, le 17 mai, l'Académie de Versailles a publié une vidéo sur Twitter qui a fait réagir, une vidéo de Charline Avenel, qui est la rectrice de l'Académie de Versailles. On regarde cette vidéo et on en parle juste après. Du 30 mai au 3 juin, venez nous retrouver dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise pour les journées du recrutement. Ceux qui connaissent déjà le métier qu'ils souhaitent exercer pourront passer des entretiens pour devenir professeurs en école, en collège, en lycée, accompagnant d'élèves en situation de handicap, médecins ou infirmiers scolaires, ou encore psychologues de l'éducation nationale. Ceux qui veulent découvrir nos métiers et peut-être se laisser convaincre pourront venir échanger avec des personnels contractuels qui ont déjà sauté ce pas. Pour la rentrée de 2022, nous avons plusieurs centaines de postes à proposer. Alors venez nous rejoindre pour les journées du recrutement. Voilà, alors ces journées du recrutement de l'Académie de Versailles, il y a déjà eu les Yvelines et le Val d'Oise, il reste l'Essonne et les Hauts-de-Seine. Première question, bonne ou mauvaise idée finalement ces journées du recrutement? D'abord, du point de vue des professeurs, René Chiche. La question n'est pas de savoir si je ne me vois pas en retour, donc j'ai la parole là maintenant. On vous entend, nous on vous donc entend. La question n'est pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, la question c'est de savoir si c'est une mauvaise chose et si ça va produire de bons ou de mauvais effets. Parce que, vous savez, les contractuels, par définition, ce sont ceux qu'on recrute pour une durée déterminée, en dehors des modalités de recrutement normales, qui sont pour les professeurs des concours anonymes, aux exigences disciplinaires élevées et qui, par conséquent, ne sont pas à la portée de n'importe qui et ne sont certainement pas non plus une façon de diluer ce que c'est que enseigner. Enseigner, c'est certes transmettre un savoir à des jeunes gens, mais c'est pas transmettre un savoir qu'on ne maîtrise pas ou qu'on vient d'acquérir dans n'importe quelle condition. C'est transmettre un savoir qui vous a vous-même formé depuis vos années d'études. On passe les concours avec déjà certaines conditions, des prérequis, en particulier en termes de niveau. Et puis, j'irai même plus loin, c'est une vocation. Donc, que l'on ait à faire, que l'on ait des besoins ponctuels, c'est tout à fait entendable. Moi, si la masse des contractuels, vous savez, ne dépassait pas 2% du personnel enseignant, je n'ai aucun problème et je ne verrai aucune difficulté à ce qu'on les recrute comme la rectrice le fait là maintenant. Le problème là maintenant, c'est pas ça. Le problème, c'est que on a une crise de recrutement gravissime qui, contrairement à ce que dit le ministère, n'est pas du tout liée simplement à une réforme du concours et donc n'est pas du tout conjoncturelle. Elle est profonde, elle est structurelle. Elle est le reflet de la crise générale qui frappe l'éducation nationale, qui frappe l'école. Il y a d'un côté une résignation, une démotivation des professeurs qui ne reconnaissent plus leur métier. Ceux, en tout cas, qui ont connu l'école qui instruit, ne peuvent pas se reconnaître dans l'école qui accompagne, dans l'école qui occupe, dans l'école qui surveille, dans l'école qui
distribuent des diplômes au chocolat, qui occupent le temps sans intéresser personne. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où on a réduit l'école à cela, on peut effectivement recruter n'importe qui, et ceux que j'appelle les premiers venus. Je ne le dis pas en voulant nuire à ces personnes, ou en voulant les, comment dirais-je, en étant péjoratif vis-à-vis de ces personnes, mais personne ne tolérerait qu'on devienne médecin dans les mêmes conditions quand même. Personne ne tolérerait qu'on devienne juge dans les mêmes conditions. Ouais. Donc à quel niveau de banalité et d'inconsistance on a réduit le métier de professeur pour qu'on puisse envisager ce genre de choses. Voilà ce qui nous révolte. Alors, voilà, nous révolte, nous. Alors justement, ils en pensent quoi les parents d'élèves, Laurent Zamekowski? Alors déjà, je pense que je m'inscris tout à fait dans le constat que fait M. Chiche, avec lequel je siège également au Conseil supérieur de l'éducation. Donc effectivement, il y a cette pénurie, et effectivement un contractuel, quelqu'un qui est embauché et qui n'a pas reçu la pédagogie, la formation à la pédagogie nécessaire, à part effectivement quelques personnes qui ont la vocation, c'est pas forcément évident de se retrouver devant les élèves. Et on ne peut que déplorer la situation où aujourd'hui on n'en est plus à mettre un enseignant, mais à mettre quelqu'un, un adulte face aux élèves. Alors on en parle aujourd'hui, mais cette situation elle n'est pas nouvelle, hein. Moi, ça fait de nombreuses années que je suis président de la PEP, d'abord dans le 92 et maintenant au niveau de l'Académie de Versailles. Et cette question, elle est constante. Je veux dire, le recours massif au contractuel n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement ce job dating, cette manière de médiatiser cette situation. Quelque part, on trouve que c'est louable de la part de l'Académie d'essayer de trouver une solution, en tout cas à court terme, parce que bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir former massivement des enseignants et les mettre devant les élèves. Donc, ils essaient de trouver une solution palliative, ce n'est qu'un pis-aller. On regrette évidemment qu'on en soit là, c'est quelque chose sur lequel on alerte depuis longtemps. L'Académie est bien évidemment parfaitement au courant, ainsi que le ministère. Ils n'ont pas trouvé de solution et on aimerait effectivement que la solution soit réglée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette situation ne fait que depuis pratiquement, à mon avis, plus de déjà 10 ans, la situation est en pleine déliquescence. Et je crois aussi que malheureusement, la crise sanitaire a fait déborder le vase. La crise sanitaire n'a rien créé en tant que telle, mais elle a mis en exergue tous les problèmes existants. Donc si je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire à défaut de trouver d'autres solutions, pour le moment, à court terme, il faut se contenter de ça? C'est un peu ça l'idée? Malheureusement, oui, c'est dramatique. Et le constat, c'est un constat d'échec, hein, clair et net. Mais effectivement, on ne va pas trouver du jour au lendemain des enseignants qui ont été formés comme monsieur pour pouvoir les mettre face à nos élèves. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et même aujourd'hui, on a même du mal à avoir des contractuels. Je veux dire, on a des situations avec des contractuels qui ne conviennent pas, mais compte tenu qu'on n'a personne d'autre à mettre en face de nos élèves, les contractuels restent face aux élèves de manière prolongée, avec des situations des fois ubuesques. On va recruter à Pôle emploi quelqu'un qui a fait du marketing et on va décréter du jour au lendemain qu'il va se retrouver prof de maths au collège. Voilà, donc c'est pas nouveau. Ces questions-là, nous, les parents d'élèves, on rencontre ce problème-là depuis très longtemps. Ça fait de très nombreuses années. Je veux dire, moi, je connais personnellement déjà ce problème-là depuis 10 ans. Donc vous imaginez la situation déjà aujourd'hui? Ouais. Alors, on a des situations où par exemple, à l'époque, on avait des élèves qui étaient en terminale S et qui n'avaient pas de prof de maths pendant un trimestre entier. Il n'y a pas de prof de techno aujourd'hui. Il n'y en a pas. Des profs de musique, il n'y en a pas. Je veux dire, on fait quoi alors? Ce constat d'échec, malheureusement, il est assez unanime parmi les réactions qu'on a pu voir suite à l'annonce de ce job dating, notamment sur les réseaux sociaux et notamment parmi les politiques. Je vous propose de regarder ce tweet assez intéressant de François Ruffin, député La France Insoumise, qui a tweeté en disant «
Vous feriez confiance, vous, à un type recruté en job dating pour remplacer un chirurgien et vous faire une opération du rein? Non. Eh bien, pourtant, on va le faire pour nos enfants avec des fast profs recrutés en 30 minutes. Voilà, Macron casse l'école. C'est un peu ce que vous étiez en train de nous dire au début de cet échange, René Chiche. Oui, parce que je voudrais revenir sur 2 points et insister sur 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, comme l'a dit monsieur, nous avons un problème qui dure depuis très longtemps et on ne le découvre pas aujourd'hui. Vous savez, l'éducation, c'est, je crois, le domaine dans lequel le long terme est le plus important. Et il est absolument anormal qu'on découvre un problème comme si on était en train de gérer des objets industriels avec une pénurie soudaine de matières premières pour des raisons X ou Y qu'on ne pouvait pas prévoir. Là, au contraire, la prévision et le long terme sont fondamentaux. Donc, il n'est pas normal qu'on se trouve dans cette situation. Ça, il faut le dire. Et effectivement, c'est un scandale politique. Après, il faut pouvoir gérer la situation, certes, mais il faut aussi pouvoir en connaître les causes exactes pour la gérer correctement et surtout pour la solutionner définitivement. Parmi les causes, vous savez, ce n'est pas étonnant que ça se passe au niveau de l'Académie de Versailles, cette opération de job dating. Est-ce que vous connaissez bien entendu, je vous pose la question de manière rhétorique, le niveau de salaire d'un professeur débutant? Est-ce que vous savez que lorsque l'on passe un concours très exigeant et sur le plan intellectuel, la première affectation qu'on a est en région parisienne et qu'on est rémunéré à peine au niveau du SMIC, un tout petit peu au-dessus du SMIC, et qu'il faut attendre pratiquement 20 ans de carrière pour atteindre les 2 000 € dans cette profession. Avec les loyers qui sont pratiqués, le prix du logement dans la région parisienne, il est évident que les gens sensés et qui ne veulent pas finir par vivre dans 9 mètres carrés ou dans leur voiture ne se présentent pas à ce concours-là parce que tout simplement ils ont presque peur d'être affectés dans des territoires où ils ne peuvent pas se loger. Et cela explique d'ailleurs que certains qui pourraient passer ces concours refusent de le faire et préfèrent se faire recruter en tant que contractuels dans des académies où ils désirent être employés. Et ça, c'est une réalité aussi. Nous, d'ailleurs, à Action Démocratie, à la CFE-CGT, on a une solution très simple, parce que vous savez qu'il n'existe pas, alors que dans toute la fonction publique, il y a des indemnités et des primes de tous les côtés, ce qui fait que, malgré le gel du point d'indice, les autres fonctionnaires sont moins paupérisés et souffrent moins d'un discrédit que les enseignants. Donc, c'est de notoriété publique qu'ils ont été complètement dévalorisés au cours des années et même des décennies qui viennent de s'écouler. Eh bien, il y a une proposition très simple que nous mettons sur la table, qui est celle de la création d'une indemnité de logement significative. Et à mon avis, ça aura beaucoup plus d'effets positifs sur la situation que la création de REP, de REP+, de dédoublement de classes, etc., pour attirer des professeurs expérimentés dans des endroits où, en réalité, on ne met que des débutants. Donc, il faut tout revoir. Au niveau de la gestion de la ressource humaine dans l'éducation nationale, c'est une véritable catastrophe. Il faut tout revoir. Alors, il y a un autre point sur lequel, si vous permettez, je voudrais juste dire un mot. Monsieur a dit tout à l'heure, la pédagogie, ça ne s'acquiert pas comme ça et on ne peut pas donner à n'importe qui une classe, etc. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais je voudrais insister, et j'insistais moi-même au début, et Ruffin, le député Ruffin, dont vous avez cité le tweet, implicitement insiste aussi là-dessus. La pédagogie, c'est-à-dire ce qu'on transmet, on ne le transmet que si on le maîtrise. On ne peut pas. Il faut bien comprendre que le métier de professeur est originellement un métier intellectuel. Les professeurs sont des intellectuels, par nature. Mais pendant 40 ans, à force justement d'insister sur la pédagogie, on a voulu en faire les exécutants de cours qui étaient conçus par d'autres. Et le terme de ce processus, c'est que finalement, à partir du moment où on considère que le professeur n'a pas à maîtriser la discipline qu'il enseigne, n'a pas à la maîtriser d'une façon très élevée, et bien effectivement, on peut mettre n'importe qui en face des élèves
du moment qu'il est sympathique et qu'il est simplement un répétiteur. Mais je dis bien, on aura un répétiteur, on n'aura pas un professeur. Donc alors, il faut vraiment reconstruire. René Chiche, on entend bien effectivement hein, ce problème lié au manque de formation de ces professeurs qu'on va embaucher un petit peu à la va-vite, mais il y a, ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent Zamekowski, la problématique du manque de professeurs. Aujourd'hui, on n'a pas de réelle solution, puisque pour rappel, on l'a découvert notamment ces dernières semaines avec le nombre d'admissibles à l'examen du CAPES, qui est bien en dessous du nombre de postes à pourvoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, en plus de ça, énervant pour les élèves qui passent le CAPES cette année? Certains ont obtenu leurs affectations là, il y a quelques jours. Certains sont déçus de ces affectations. Et à côté de ça, ils voient que des profs sont recrutés avec un simple entretien. C'est une façon, finalement, encore une fois, de dévaloriser le métier. C'est ça, Laurent Zamekowski? Alors, écoutez, ce n'est pas à moi de parler des valorisations du métier, mais en tout cas, effectivement, nous, au niveau des parents, on s'inquiète. Bien évidemment, vous parlez du nombre d'admissibles, mais si vous prenez même en 2016, je crois, il y avait pour 1800 places à pourvoir, il n'y a eu que 900 candidats. Et donc, forcément, on s'inquiète pour l'avenir. Et lorsqu'aujourd'hui arrivent face à nos enfants des enseignants qui n'ont pas été formés, on s'inquiète. Alors, il se trouve que parmi les contractuels, on a quand même des fois des très bonnes surprises. Au tel point, c'est que les parents quasiment manifestent pour pouvoir les garder. Il ne faut pas dire non plus que tous les contractuels sont mauvais et que les titulaires sont forcément bons. Mais c'est vrai qu'à la base, il y a des gens qui ont reçu une formation spécifique pour ça et d'autres pas. Donc forcément, notre exigence, ce qui est naturel, mais vous auriez effectivement dit ce que disait monsieur, vous auriez la même au niveau des urgences, par exemple. Vous n'imagineriez pas que quelqu'un qui n'a jamais soigné qui que ce soit commence à vous soigner aux urgences. Même si on sait très bien aujourd'hui qu'aux urgences, il y a quand même des internes, que ce sont ils ont quand même un minimum de formation. C'est vrai que, par exemple, faire appel aux jeunes en formation peut-être aussi être une solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pallier à la situation en urgence et trouver le moyen, en tout cas, d'assurer les cours, parce qu'on ne peut pas dire on va arrêter l'école pendant quelques années, le temps de former des enseignants et de les mettre là. Donc il y a aujourd'hui aussi une situation d'urgence. C'est malheureux. Mais effectivement, je ne peux que aussi saluer l'initiative de l'Académie, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de recruter. Peut-être que dans ce recrutement massif, ils vont trouver des pépites, des gens qui auront vraiment la vocation, et c'est ce qu'on souhaite. Et on espère aussi que l'Académie sera en capacité de pouvoir les accompagner et de ne pas les jeter du jour au lendemain devant les élèves. Alors, c'est intéressant quand vous dites que ce problème ne date pas d'hier, parce que c'est vrai, finalement, on a même retrouvé des annonces publiées sur Le Bon Coin d'il y a quelques années, où on recherchait des enseignants sur le Bon Coin. Donc, on a un peu l'impression que finalement, alors là, voilà, vous avez l'annonce qui s'affiche à l'écran, on recherche un professeur de SVT dans un collège, c'est une annonce qui date de 2020. Donc, effectivement, c'est un problème, vous nous parliez de 2016 tout à l'heure, qui ne date pas d'hier. On a finalement l'impression que ce problème de pénurie de profs n'est pas réellement pris au sérieux par l'éducation nationale. Il y a eu plein de sujets qui ont été mis sur la table, notamment pendant la campagne présidentielle. On n'a pas beaucoup entendu les candidats, et notamment Emmanuel Macron, s'exprimer sur ce problème de la pénurie de professeurs. René Chiche. Alors, excusez-moi, mais c'est presque un peu tout faire. Il faut bien faire très... Voilà. La rectrice de l'Académie de Versailles, c'est une amie, en tout cas, c'est une camarade de promotion de l'ENA, du président de la République. D'ailleurs, qui a obtenu ce poste de rectrice d'une façon un peu anormale, au sens où la loi a été faite sur mesure pour permettre maintenant que des personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, qui est le plus haut grade universitaire, puissent devenir recteurs et chanceliers des universités, ce qui est quand même assez scandaleux. Or, vous voyez, j'ai l'impression qu'en réalité, si on parle de ce job dating, c'est justement parce que le président de la République a un but et que cette opération lui sert, puisqu'il a lui-même vanté un modèle qui est celui du recrutement direct
des enseignants par les directeurs d'établissement au premier degré ou les chefs d'établissement dans le second degré. Bon, pour l'instant, il s'est engagé sur Marseille, justement, où il sera d'ailleurs demain avec le ministre de l'Éducation, encore une fois, pour faire la promotion de ce modèle. Donc, moi, je ne suis pas dupe. Pourquoi un recteur se met en scène comme ça sur les réseaux sociaux pour faire un numéro médiatique qui fait parler? C'est pas gratuit. Bien sûr que le problème, il est réel. Et il existe dans d'autres académies que l'Académie de Versailles. Mais je pense qu'on est en train ici de vouloir préparer l'opinion à une série de réformes et de changements profonds contre lesquels sont effectivement majoritairement les enseignants. Alors, pourquoi ils sont contre? Parce que l'opinion va imaginer sans doute qu'ils sont contre parce qu'ils défendent leur statut, ils s'accrochent à leur statut et à je ne sais quel privilège, comme on le fait en général quand on veut dénigrer n'importe quel mouvement social. Mais il faut bien voir ce que c'est que le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant est de plus en plus, d'abord il est de plus en plus difficile et il est de plus en plus contesté, y compris par la société elle-même. Lorsque vous avez un professeur qui maîtrise une discipline, on ne doit pas et on ne peut pas juger ni sa pédagogie, ni son enseignement, simplement parce qu'on est, par exemple, mécontent de celui-ci ou qu'on a telle ou telle opinion qui sont heurtées par cet enseignement. Pardonnez-moi, René Chiche, je me permets juste de vous couper parce que moi, ce que j'aimerais comprendre en vous écoutant, il y a quand même une différence entre recruter des profs dans le cadre d'un job dating organisé par une académie et le recrutement qui est donc proposé par le président de la République aujourd'hui, par les chefs d'établissement, en leur donnant une certaine autonomie. Presque aucune différence. Presque aucune différence, selon vous? C'est un entretien dans les deux cas. C'est un entretien. C'est pas du tout la même chose qu'un concours anonyme dans sa forme républicaine. Je vous rappelle que effectivement, l'anonymat garantit quand même l'égalité et aussi l'objectivité de la mesure de la compétence des candidats. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'un peu différent entre le job dating de Versailles, qui est quelque chose d'organisé médiatiquement et en masse, et l'entretien par un chef d'établissement, mais enfin, c'est quand même très différent d'un concours. C'est un coup de com' finalement pour vous, le job dating de Versailles. Excusez-moi, c'est un point essentiel. Vous savez que Samuel Paty a d'abord été attaqué par des parents d'élèves qui lui reprochaient son enseignement. Qu'est-ce qui a permis à Samuel Paty de tenir le coup, au moins pendant une semaine, avant que on connaisse l'issue tragique? Eh bien, c'est son statut. C'est le fait qu'il est professeur. Il n'est pas employé. Ce n'est pas un employé. Alors, à partir du moment où vous avez des gens qui sont recrutés ponctuellement, qui n'ont aucune garantie, qui n'ont pas cette garantie qu'offre le statut de fonctionnaire, qui fait que c'est l'institution tout entière qui vous protège et qui vous garantit vos conditions de travail, vous êtes à la merci de n'importe quelle récrimination, de n'importe quelle exigence, et donc le métier change profondément de nature. Je voulais faire comprendre cela parce que c'est la raison profonde pour laquelle les syndicats enseignants en général défendent le statut d'une part, et d'autre, le mode de recrutement, le concours. Merci René Chiche. Je vais devoir vous interrompre malheureusement, on manquera de temps mais on poursuivra évidemment ce débat et peut-être sur ce plateau, ce sera un plaisir de vous recevoir. René Chiche, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à Laurent Zamekowski, vice-président de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Et puis concernant les journées du recrutement de l'Académie de Versailles, la prochaine, ce sera demain dans l'Essonne au lycée international de Palaiseau, Paris-Saclay. Dans un instant, on va parler d'une voiture que les lycéens s'arrachent. Oui, car c'est une voiture qui se conduit dès l'âge de 14 ans. Il s'agit de la Citroën Ami et ce sera juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.
En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur School TV dans le grand JT de l'éducation, j'accueille Alain Le Gouguec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit chez Citroën. Tout à fait. Et vous venez nous parler de l'Ami, une voiture sans permis, électrique et accessible dès l'âge de 14 ans. 14 ans, oui, tout à fait. 14. Une voiture qu'on appelle les voitures sans permis. Historiquement, c'est les voiturettes ou les voitures sans permis. Alors, chef de produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez participé à la conception du véhicule? Chef de produit, ça veut dire qu'il représente la marque et le souhait de la marque pour un produit défini. Donc, ça peut être un véhicule. Et Ami fait partie de la catégorie des objets de mobilité. Donc, à un moment donné, Citroën a fait le choix de s'orienter vers ce type de produit, donc ce qu'on appelle les voitures sans permis, des objets de mobilité. Et donc, le chef de produit, il est un peu le demandeur en disant, voilà, nous, Citroën, on voit la mobilité comme ça, on veut proposer à nos clients ce type d'objet pour sa mobilité, pour tel usage ou telle catégorie d'âge, par exemple. Alors, racontez-nous l'histoire de cette voiture, l'histoire de l'Ami. Comment est venue l'idée à Citroën de créer cette voiture? On a quelques photos, d'ailleurs, pendant que vous nous racontez, on va pouvoir voir à l'écran quelques photos de ce véhicule. La genèse de ça, ça part vraiment du besoin client. Ouais. C'est-à-dire que au produit Citroën, on s'intéresse à l'évolution des sociétés, à comment la mobilité évolue au sein des villes, au sein du pays, au sein de la société. Donc, l'évolution aussi des modes de consommation. Donc, on analyse tout ça et puis à un moment donné, on se dit il y a un vrai besoin de mobilité. Et Citroën, avec son histoire depuis 100 ans et sa création en 1919, il y a toujours eu la volonté de Citroën de proposer de la mobilité pour tous. Et donc ça, c'est un peu l'ADN de Ami, c'est proposer de la mobilité pour tous, à la fois en termes d'âge, parce que c'est la première fois qu'un grand constructeur propose un objet de mobilité qui commence à partir de 14 ans. C'est la première fois, en tant que marque Citroën et puis en tant que grand constructeur. En tant que grand constructeur. Les voitures sans permis, vous nous le disiez en préambule, ça a toujours existé. Jusqu'ici, c'était plus marginal. Ouais. Pourquoi ? Parce que plus cher, parce que à cause de l'esthétique Il y a différents sujets. C'est vrai que la voiture sans permis a une histoire, notamment en France. Sur le marché européen, c'est le marché français qui est le plus, on va dire, dynamique en termes de volume sur les voitures sans permis, avec une connotation de la voiture sans permis qui peut être assez négative. Quand on avait une voiture sans permis, c'était parce qu'on n'a pas réussi à avoir le permis, on se pose la question. On n'avait pas le permis, on nous a retiré le permis pour de mauvaises raisons, etc. Donc il y a toujours eu cette image-là, dans des concepts qui ressemblaient plutôt à des mini-voitures, et puis surtout avec un bruit caractéristique, fortement dieselisé. On n'a même pas à se retourner, on sait qu'il y avait une voiture sans permis qui arrive dans la rue, donc c'est assez caractéristique. Oui, parce que celle-ci est électrique, hein. L'Ami est électrique. Ami 100% électrique. 100% électrique, mobilité 100% électrique, on ne pouvait pas faire autrement. L'autonomie, c'est quoi ?
75 km. 75 km, ça c'est l'autonomie théorique. C'est l'autonomie, on va dire, homologuée, un peu comme... En ville, concrètement, ça fait combien dans les faits? On est à 70, autour de 70, 65, en fonction des conditions d'utilisation, ça dépend Entre 60 et 70 km. Ça dépend de la pente, des températures, ça dépend de pas mal de choses, mais oui, on n'est pas loin vraiment de l'autonomie réglementaire. Pour une charge en combien de temps? Pour une charge en 3 heures. Sur une prise secteur? On recharge. On pourra la brancher ici dans le studio avec une prise secteur toute simple. Alors, vous proposez ce modèle à partir de 19,99 € par mois. C'est le même prix qu'un abonnement de téléphone ou d'Internet, finalement. C'est un argument supplémentaire, ça, pour les consommateurs, évidemment, j'imagine. On s'est vraiment, et pour les jeunes. On s'est vraiment collé au mode de consommation d'aujourd'hui. Donc, la location longue durée à 19,90 € par mois, ça en fait partie. Avec une commercialisation 100% digitale, on commande Ami sur Internet et on la reçoit devant chez soi avec une livraison à domicile. Donc, on s'est vraiment collé au mode de consommation d'aujourd'hui. On commande tout sur Internet, on reçoit tout à la maison. Donc, avec Ami, on fait pareil. Et ce forfait à 19,90 € en fait partie. Alors évidemment, nous sur School TV, on s'intéresse aux jeunes, on s'intéresse aux enfants. La voiture est accessible, vous nous le disiez, dès 14 ans. Ouais. Ça paraît très jeune, 14 ans pour conduire une voiture. 14 ans, c'est très jeune en effet, et c'est une grande partie de notre public. Près de 80%. Il y a vraiment beaucoup de jeunes de cet âge-là qui achètent des Citroën Ami aujourd'hui ? Il y a beaucoup de jeunes. Le profil de nos clients, c'est près de 80% sont des familles avec 1 ou 2 ados. Donc ils ont 45, 50 ans, ils sont en âge d'avoir des ados entre 14, 16, 18 ans. Ça, c'est le profil type. Et puis après, bien sûr, la personne qui fait l'acte d'achat, c'est pas forcément celui qui l'utilise, donc on l'achète pour son enfant, c'est les parents, mais pas que, parce que dans les utilisateurs, 42% entre 14 et 18 ans. Ça veut dire qu'il y a une grande partie aussi des clients qui ne sont pas forcément des 14-18 ans. Ouais. Il y a des adultes qui, pour des différentes raisons, notamment peut-être budgétaires, n'ont pas pu passer le permis ou s'acheter une voiture. Et donc, on s'adresse aussi à tous en proposant des prix attractifs sur ce type d'objet. Mais en effet, on le voit notamment sur les réseaux sociaux, on voit énormément de photos avec les parkings des lycées qui sont pleins d'amis. Ça, c'est vraiment effectivement, il y a un gros succès. Mais effectivement, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ça remet sur le tapis la question de la conduite sans permis. Est-ce que c'est pas dangereux finalement de mettre sur la route des personnes qui ne sont pas formées à la conduite et à plus forte raison des enfants de 14 ans finalement? Parce qu'à 14 ans, on est encore un enfant. Ils sont malgré tout formés. Alors, on dit sans permis, mais c'est un abus. Alors, il y a une formation quand même, c'est ça? C'est un abus de langage dans le sens où ils sont formés. Il y a le permis AM qui est délivré à la suite du BSR, le brevet de sécurité routière. Le BSR est obligatoire pour conduire un véhicule de ce type? Exactement. Il est obligatoire. On doit avoir le permis, ce qu'on appelle le permis AM, qui permet de conduire ce type d'objet. Donc, il y a une formation, il y a une sensibilisation, au même titre que les 2 roues. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est dédié au quadricycle. Et l'argument d'achat justement en famille, c'est la sécurité justement. Parce qu'on est dans un habitacle 2 places, chauffé, fermé, protégé, et comparé à un 2 roues, dans le fameux débat du dîner, je veux un 2 roues, je veux un scooter, être autonome, etc. Non, parce que c'est plus confortable qu'un scooter. La chaussée glissante, il fait froid. Non, je préfère que tu achètes Ami, au moins tu seras protégé. Et ça, c'est vraiment un argument. Qui sont les concurrents de l'Ami aujourd'hui ? Aujourd'hui, si 100% électrique, voiture sans permis, il n'y a pas de concurrents. Enfin, il y a des concurrents, mais pas... il y avait la Renault Twizy qui arrivait un peu avant. Pas dans cette offre. Alors, la Renault Twizy, en effet, c'est 2012. Oui. Donc, ça fait 10 ans maintenant. On n'était pas du tout dans le même ordre de grandeur en termes de prix et les volumes de vente avec 10 ans de recul ne sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on voit que Ami répond vraiment à un besoin et on le voit dans les statistiques d'immatriculation. Entre 2012 et maintenant, le volume de vente des voitures sans permis en France, on va dire, vivotait à 12 000 en France, environ. Depuis qu'Ami est arrivé en 2020, c'est monté à 15 000 et en 2021 à 22 000. Et donc c'est venu se greffer en termes de volume au-dessus de ce qui existait avec des acteurs historiques. Donc ça a vraiment fait un boom en termes de vente vraiment dans cette catégorie. La particularité de cette voiture, c'est une Citroën. Ah oui. Mais on la trouve pas 100%. On la trouve pas chez Citroën. Elle n'est pas vendue en concession. Elle est vendue. Si, elle est vendue chez Citroën. Mais on la trouve dans les concessions Citroën. Oui. On la trouve maintenant. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Citroën
c'est aussi le digital, c'est aussi notre site internet dédié à la vente d'Ami. On peut la commander en ligne. C'est aussi notre réseau Citroën partenaire dans lequel on peut voir Ami, la toucher. Mais c'est aussi avec notre partenaire Fnac Darty. Oui, parce que c'est quand même une voiture qu'on peut acheter à la Fnac ou chez Darty, ce qui est assez étonnant. Et par rapport au public dont on parlait tout à l'heure, le nouveau public, on va acheter un téléviseur ou acheter un grille-pain. Et on voit Citroën Ami. Donc on touche une population qui n'a pas forcément l'habitude d'aller en concession, de faire le tour des ronds-points en famille pour choisir la nouvelle voiture. Et voilà, on touche une nouvelle catégorie de population. Je suis sorti acheter un grille-pain, finalement je suis revenu avec une voiture. Un Ami, voilà. Je suis revenu avec un Ami. Exactement. Ami, c'était, ce sera ma dernière question. Ami, c'était le nom d'une Citroën avant, d'un ancien véhicule. Exactement. C'est ça, d'un ancien modèle qui n'avait rien à voir. Hein. Qui avait rien à voir en termes de profil, mais c'est Citroën, on fait beaucoup de clins d'œil par rapport à notre histoire, par rapport à nos icônes qu'on a eues dans le passé, les fenêtres qui se remontent un peu comme la 2 chevaux de 1948. C'est vraiment, on vit avec ces éléments de langage, on va dire, des éléments techniques qu'on remet un peu au goût du jour sur des nouveaux produits. La Citroën Ami, donc, qui séduit les jeunes lycéens. Merci beaucoup Alain Le Gouguec d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de produit chez Citroën et chef de produit donc pour l'Ami. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le moment de retrouver Malika Ménard. Cette semaine, dans Souvenir d'écolier, elle reçoit l'humoriste Guillaume Batz. Aujourd'hui, tu es humoriste, mais est-ce que plus jeune, il y a un autre métier que tu aurais rêvé de faire ? Très franchement, non. Enfin, en fait, l'envie de devenir humoriste, elle est venue vers 16-17 ans. Donc à partir de là, comme je ne me voyais plus faire autre chose, je n'ai pas pensé à d'autres métiers. Et c'est venu quand j'ai commencé, cette vocation-là, elle est arrivée quand j'ai commencé, je te parlais de moquerie, de tout ça, quand j'ai commencé à comprendre, parce que je faisais du théâtre depuis que j'avais 12 ans, moi, et quand j'ai commencé, après 2-3 ans de théâtre, à commencer à comprendre que je pouvais maîtriser les rires, et non plus trop les subir, je me suis dit, putain, mais ça, c'est me dire, pour en faire un métier. En plus, humoriste, c'est un métier, tu peux en faire un métier, quoi. Donc, et vraiment, j'avais cet objectif-là en tête. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais ni quand, voilà. Et tu as fait du théâtre dès le collège ? Depuis, je suis arrivé dans cette famille, j'avais 11 ans, et j'ai commencé le théâtre à 12 ans, l'année d'après. Par élimination au début, hein, parce que le rugby, le foot, le basket, le hand, la lutte, tout ça, la danse, c'était pas pour moi. La volonté était là, mais, tu vois, de faire des pas chassés. Ça manquait de grâce, on va pas se mentir. Et non, le théâtre s'est imposé à moi assez naturellement. Et 2 heures par semaine, pendant plusieurs années, j'avais mon truc de théâtre avec le spectacle à la fin d'année. Et c'était génial parce que pendant ces 2 heures-là chaque semaine, et puis à la fin du spectacle, au spectacle de fin d'année, je pouvais montrer autre chose que ce que les gens voyaient et montrer que je n'étais pas que le mec bizarre. Et ça, c'était top. T'as un bac L ? J'ai un bac L. Alors, ne me demande pas comment je l'ai eu. Même moi, aujourd'hui, je ne sais pas. C'est-à-dire, non, j'ai eu un gros coup de bol. La chance. Tu veux que je te raconte un méga coup de bol de chatte de fou. T'as fait L aussi, toi ? Non, ES. ES. Mais tu sais comment ça se passait, t'es à l'oral. Quand tu vas au rattrapage, t'as l'oral. Ouais. Et voilà. Et bon, moi, j'ai 9, je sais plus combien, enfin, je suis pas loin de 10, mais bon, je sais pas. Il faut aller à l'oral. Voilà, il faut aller à l'oral. Et en oral, je passe littérature, donc qui est le français pour les bacs littéraires en terminale, littérature et anglais. Donc, ouais. Et en année de littérature en terminale, quand tu es en bac littéraire, tu lis 4 livres dans l'année. Et si tu vas à l'oral, ils te mettent 4 papiers et une question sur chaque bouquin. Tu dois préparer, tu as 20 minutes pour préparer ton oral et après tu vas. J'arrive le jour de l'oral, je chope le seul papier sur les 4 du seul bouquin que j'ai lu. C'est-à-dire les 4, c'est déjà pas beaucoup quand même. J'ai lu un bouquin sur les 4 dans l'année. Ouais, et ça tombe dessus. Je chope le papier. Un des 3 autres, j'étais mort. Et j'avais pas mon bac. Et j'ai eu, donc au bac, 10,02. Et on sait ce que ça veut dire quand tu as 10,02. Ça veut dire que tu n'as même pas eu 10, mais qu'ils ont rajouté un petit peu pour un 10e de point, parce qu'ils ont dû se dire, bon,
Il est gentil quand même, tu vois, donc... Bah non, si t'as eu le... Ah non, je pense que je l'ai eu au poil de cul, quoi. Au poil de cul, ok, d'accord, on retiendra cette expression. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Guillaume Batz pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika Ménard, merci Guillaume Batz. La suite de cette interview demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV. Voici le Zap. L'adolescence dans tous ses états dans le grand oral de la quotidienne avec donc Julien Dufresne-Lamy, co-auteur avec Charlotte Erlich de la série Darling, c'est chez Actes Sud Junior, portrait d'une génération. Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous touche, vous, dans cette génération ? Tellement de choses. Peut-être la première, ce serait ce qui m'a toujours un peu ébloui, c'est leur capacité à s'affranchir. Et je trouve que la jeune génération, se dit être beaucoup plus singulière, beaucoup plus unique, beaucoup plus engagée au niveau de l'écologie, du féminisme, de la société. Par rapport à la vôtre, par exemple. Par rapport à la mienne, par exemple. Je me suis moqué tout à l'heure, mais en fait, vous étiez ado il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il y a quand même 20 ans maintenant, mais oui, voilà, c'est quand même déjà un peu derrière moi. Ouais. Mais je trouve qu'il y a 40 ans, donc c'est pour ça que ça... On est deux générations différentes. Voilà. Mais je crois que l'adolescence, toujours, c'est l'âge des possibles. De se dire, voilà, on quitte l'enfance, on n'est pas encore adulte, et on se cherche, et on cherche un danger, on cherche une voie, on cherche une allure, une place. Donc je trouve que c'est très, 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 très touchant. Il y a 20 ans, vous étiez ado, donc en fait, les réseaux sociaux n'existaient pas. Non. L'iPhone non plus. Non. Donc vous êtes encore de cette génération d'avant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça joue un rôle comment dire, que ça accroît, que c'est une espèce de focale? Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs le point de départ, vraiment, quand on s'en est parlé avec Charlotte, d'écrire un livre ensemble. Tout devient hyper intense, absolument, hyper immédiat, hyper fort. Et puis une pression permanente. C'est ça. C'est-à-dire que les histoires, comme moi j'étais adolescent, s'arrêtaient à la grille du lycée ou du collège, quand aujourd'hui, avec les réseaux, ils se couchent et ils se réveillent, en fait, avec leurs histoires, avec leurs rumeurs, avec leur réputation et leur pression à être quelqu'un et à être jouer un rôle. Et donc ça, c'est pour moi assez inimaginable, et j'ai eu envie de finalement de le retranscrire avec Charlotte dans un livre, de montrer presque ce burn-out et cette injonction à prétendre être quelqu'un pour plaire au plus grand nombre. Ouais, c'est assez fou. Moi, mon sentiment en vous disant, c'est de me dire c'est beaucoup plus dur d'être ado aujourd'hui que ça n'était de mon temps. Je crois aussi, moi. Vous avez notamment lancé un e-book, c'était en avril 2021, Tous philosophes, point d'interrogation. Je pense que vous venez déjà de répondre finalement à cette question. Oui, on peut tous et toutes être philosophes. Il y a aussi désormais les podcasts. Ça, c'est depuis l'année dernière. Là aussi, une déclinaison que vous offrez sur la plateforme Patreon, avec là aussi des formats assez variés, notamment des capsules concept qui vulgarisent un concept philo en 10 minutes top chrono, ou des dissertes minutes. Cette fois-ci, vous proposez des éléments de réponse à une problématique. Ça vous apporte quoi, le podcast, la voix, par rapport à ce que vous pouvez proposer en vidéo sur YouTube? C'est un rapport différent à votre audience qui est férue de philosophie? Alors, il se trouve que dans mon cas, qui est assez particulier, les vidéos de philosophie que je propose sur YouTube sont déjà des formats audio, c'est-à-dire que c'est un style minimaliste où j'affiche le portrait de l'auteur dont je vais parler, et ensuite il n'y a que ma voix. Je ne suis pas du tout adepte du montage ultra coupé, ultra dynamique qui est en vogue depuis plusieurs années sur YouTube. J'ai vraiment pris le contre-pied de ce format dynamique contemporain, dirons-nous, et en réalité je me suis aperçu que ça plaisait aux gens de prendre le temps, d'être patient, d'être lent. Je revendique la lenteur, et je revendique d'ailleurs les pauses et les silences que je peux marquer dans mon discours, parce que c'est ce qui permet le mieux la concentration et l'introspection. Un discours trop rapide ne peut pas être assimilé, ne peut pas faire l'objet d'une méditation. Et d'ailleurs, lorsque je fais le montage audio de mes épisodes, il m'arrive parfois d'allonger volontairement les pauses entre mes phrases pour laisser le temps à l'auditeur de poursuivre la réflexion, de poursuivre la méditation et d'y revenir si besoin. D'ailleurs, mes formats sont assez longs, c'est-à-dire généralement plus de 30 minutes. Donc, aller sur les plateformes de podcast était pour moi une continuité naturelle, puisqu'en réalité, c'était déjà un format audio, et ça répondait aussi à un désir pratique
pour les personnes adeptes des podcasts, qui est tout simplement de pouvoir télécharger leur épisode et de pouvoir l'écouter lorsqu'ils font autre chose. Moi, beaucoup de personnes me disent m'écouter pendant qu'elles font leurs tâches ménagères, pendant leur randonnée, pendant leur séance de sport ou leur trajet dans le métro. Et ça, je trouve ça bien. Il y a même des personnes qui me disent qu'elles écoutent mes podcasts pour s'endormir. Et là où je pourrais trouver ça vexant, c'est-à-dire l'idée que j'aurais un propos soporifique. Au contraire, je le vois plutôt comme le fait que mes podcasts sont apaisants. Et l'idée d'accompagner le sommeil et de m'endormir avec mes auditeurs, c'est quelque chose qui me plaît assez. Est-ce que vous constatez une augmentation en tout cas, d'adhérents à votre club depuis quelques années ? Alors oui, tout à fait. Je vais prendre comme repère le confinement, parce qu'en effet, les gens ont été privés de sorties, privés d'activités. Et le cheval, l'équitation, qui est donc une discipline qui se pratique en plein air, a été assez préservée. Et en effet, dans la ville de Maisons-Laffitte, on a une partie ville, mais on a une partie parc également. Et les habitants de la ville ont été ravis de pouvoir continuer à faire des petites promenades en extérieur avec les poneys. Et de fait, ont découvert la discipline et on a eu beaucoup d'inscriptions à la suite, la réouverture en fait. Vous avez constaté une vraie différence avec le Covid. Depuis le Covid, il y a eu vraiment une explosion du nombre d'adhérents chez vous, c'est ça ? Exactement, et pas que chez nous. C'est vrai que c'est un fait qui est constaté nationalement. On a une vraie progression en termes de nombre de licenciés. Donc c'est vraiment une discipline qui va continuer d'évoluer et sur laquelle il faut qu'on s'adapte et aux nouvelles motivations des cavaliers et surtout au respect du bien-être animal et de l'extérieur et de la nature. Alors c'est bien que vous en parliez parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a une approche différente de l'équitation et du bien-être animal notamment. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent que les chevaux sont dans des stèles ou dans des box, pas dans les prés. Donc ça peut gêner certains cavaliers. Qu'est-ce que vous leur répondez, Karine, justement, à ces gens-là qui vont dire que l'équitation ne respecte pas assez l'animal ? Alors nous déjà on a reçu récemment le label bien-être animal de la part de la Fédération française d'équitation. Ils sont venus constater que nos chevaux et poneys étaient très bien traités, qu'ils avaient plusieurs repas par jour, qu'ils avaient tout le foin qu'il leur fallait, qu'ils avaient surtout des moments de liberté qui leur étaient accordés tous les jours en collectivité, parce que le cheval est vraiment un animal qui a besoin de contact avec ses congénères, et que tout simplement, en effet, ils n'étaient pas en pleine nature, mais que souvent, les animaux qui sont pas en liberté, mais qui sont bien traités, ont une espérance de vie qui est bien plus longue que celle qu'ils ont à l'état naturel. L'entrée dans l'écriture, ça s'est fait entre autres grâce à un concours de nouvelles. Vous avez 22 ans. Oui, j'ai 22 ans, je devais être notaire, donc rien à voir avec la littérature. Vous, pardon ? Je devais être notaire, j'ai fait droit pour être notaire. D'accord. Et par parce que vous faites de droit, c'est pas forcément pour devenir notaire. Non, mais donc c'est quelqu'un, vous avez mis l'idée dans la tête. Moi, j'étais spécialisé, j'étais en master de notariat. Extraordinaire, qu'est-ce qui vous a tiré là-dedans ? J'aime beaucoup le monde juridique. C'est des grandes histoires aussi, finalement. C'est le secret d'histoire de famille. Notaire, c'est le. Ah c'est ça. Et moi, j'écris beaucoup. C'est le juriste des secrets de famille. Hein. Exactement. Peut-être que vous venez enfin de trouver le lien que je cherchais depuis des années, mais c'est ça, c'est la famille. Ce sera 90 €. Payer les séances, maintenant, il n'y a pas de raison. Mais non, mais voilà, par hasard, il y a ce concours. Et puis moi, j'écrivais, déjà, j'avais un site sur les séries télé, le cinéma. J'écrivais des piges aussi dans certains journaux. Donc j'aimais l'écriture, mais pas une écriture finalement imagée, imaginative, littéraire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et en écrivant cette nouvelle, ça ne m'a plus jamais quitté. Je me suis dit, voilà ce que je veux faire toute ma vie. On n'apprend pas à écrire à l'école, au collège, au lycée. C'est pas un peu dommage parce que c'est quand même une façon de dépasser. Absolument. Ouais. Ou alors quand on leur apprend à écrire, dans les cas d'exercice un peu de rédaction, c'est écrire à la manière d'eux, continuer l'histoire de la pièce de Molière. Et c'est dommage parce que l'écriture, c'est avoir sa propre voix, sa propre musique. Ouais. Et moi qui fais beaucoup d'ateliers, j'en faisais en tant que professeur et maintenant on fait appel à mes services entre guillemets en tant qu'écrivain. Donc je me déplace un peu partout en France pour animer
animé quelques ateliers d'écriture, c'est vrai que c'est la première chose que je leur dis, que finalement, l'écriture, c'est sa propre pensée, c'est mettre en mots finalement ce qu'on ressent, ce qu'on pense de l'autre, du monde. Ouais, et puis il n'y a pas de bonnes notes, de mauvaises notes. Exactement. On se raconte. Est-ce que vous vous souvenez d'une fonctionnalité en particulier qui a dû être modifiée suite au retour justement de ces professionnels de santé, de l'éducation ou même de ces élèves? Oui, tout à fait. Par exemple, nous avons un outil de synthèse vocale. C'est quoi la synthèse vocale? C'est tout simplement un élève qui a du mal à lire et il peut activer avec un bouton pour que l'ordinateur, la voix de synthèse, puisse lire le texte à sa place. Donc, ça lui permet, au lieu d'être en train de lire et de, par exemple, confondre deux mots, d'écouter. Et c'est une partie qui fonctionne très bien dans le cerveau des dyslexiques. Et du coup, on a fait cette fonctionnalité, on a mis à disposition. Par contre, les retours qu'on a eus, c'est que l'élève, il écoute, mais il ne sait pas dire exactement dans le texte où se trouve cette information. Et du coup, ce qu'on a ajouté, c'est par exemple une ligne, un fond, en fait, qui permet à l'élève d'identifier quelle partie du texte est en train d'être lu pour qu'il puisse suivre. Donc une solution qui est en constante amélioration grâce au retour de celles et ceux qui l'utilisent au quotidien. L'autre bonne nouvelle pour Quantoscribe, c'est justement le fait d'avoir reçu les honneurs de nos confrères de Challenge pour sa sélection 100 startups pour investir en 2022. Vous êtes monté sur la 2e marche du podium des meilleurs EdTech en France, aussi pour les GS Awards. Ça, c'était en 2021. On le voit, Quantoscribe commence à se faire remarquer. Quelles sont vos perspectives de développement ? Justement, c'est le challenge de pouvoir dire comment on va pouvoir aider tous ces élèves, le plus grand nombre, et on va passer à l'échelle, c'est-à-dire être déployé, là notamment en 2022, on sera déployé sur 12 départements différents. Donc le fait d'avoir eu ces prix, ça nous aide justement à trouver des investisseurs et de pouvoir en fait avoir plus de ressources et une équipe mieux structurée pour mettre à disposition de ces élèves. Et on a aussi comme ambition de pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur certains troubles, mais on a comme cette volonté d'être une solution globale pour l'inclusion. Donc, il y a tellement d'outils qu'on peut encore ajouter pour aider notamment les élèves qui sont malvoyants, malentendants. Donc, il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui nous motive. Qu'est-ce qu'il faut faire comme cursus, comme étude pour devenir monitrice d'équitation ou coach comme vous, ou en tout cas même cavalière professionnelle, pourquoi pas, pour ceux qui ont vraiment de l'ambition? Comment on fait? Alors, il y a vraiment un cursus classique. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais le cursus classique, c'est vraiment de passer tous ces galops, d'avoir un peu d'expérience, de faire des stages dans des clubs, et puis ensuite se concentrer sur son BP, c'est son monitorat, d'essayer d'évoluer vers un DE, GEPS, qui est un diplôme supérieur, qui est plus vers la compétition, si on aime ça et si on veut encadrer des jeunes en compétition. Et on peut aller jusque l'instructorat. Donc ça, c'est le parcours classique. Quand on veut être cavalier professionnel pour faire de la compétition, le mieux, c'est vraiment d'avoir fait ses armes en compétition et d'avoir trouvé des places chez des cavaliers ou des marchands qui vous auront fait monter et fait faire de la compétition. Après, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de cavaliers maison, de cavaliers qui sont professionnels, dont c'est le métier, mais qui ne font pas forcément de compétition, mais qui ont une très grande valeur ajoutée pour les écuries, c'est-à-dire que leur job, c'est de monter le mieux possible les chevaux des clients ou des chevaux de commerce, mais sans forcément aller jusque la compétition. Et ces gens-là, vraiment, ils sont très importants dans les écuries. Il ne faut pas les oublier parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Et aussi pour les gens qui grooment, c'est-à-dire les grooms qui s'occupent des chevaux. Et il commence à y avoir quelques formations pour les grooms, etc., même si une des meilleures formations, je pense que c'est vraiment le terrain. On apprend vraiment sur le terrain et en faisant des stages, en travaillant, en faisant des jobs. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir chez plusieurs personnes parce que vraiment, c'est l'expérience qui prévaut. C'est la fin du Grand JT de l'éducation. Merci d'avoir été avec nous pour revoir cette émission. C'est sur schooltv.com, sur les Freebox également, canal 247. Merci à toute l'équipe de School TV. Demain, vous retrouverez Virginie Guillaume qui sera de retour. Je vous dis donc à demain aux côtés de Virginie sur School TV. Bye bye.